Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. C'est une décision du consensus. La révision de la liste électorale débutera le 15 octobre 2015 au Gabon. L'opération doit durer 45 jours. J-6 avant l'élection présidentielle du 11 octobre en Guinée. 8 candidats sont en lice. État des lieux et enjeux dans ce journal. Et puis flash sur le livre blanc de l'Afrique centrale. Ce dernier prévoit un accès universel aux services énergétiques modernes dans la sous-région à l'horizon 2030. Mais tout d'abord, le président tchadien Idriss Déby Itno est en visite officielle en France. Il sera reçu ce lundi à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Il sera question de sécurité et de paix, notamment en Centrafrique. Il faut dire qu'en première ligne dans la lutte contre les groupes armés, que ce soit au Mali, en Centrafrique ou contre Boko Haram, le Tchad se positionne aujourd'hui comme un acteur décisif dans la résolution des conflits en Afrique. La question du changement climatique devrait également être abordée. Et Africa 24 vous invite à suivre en direct dans une édition spéciale les enjeux de cette visite du président tchadien Idriss Déby Itno en France. Ce sera à partir de 14h GMT. C'est officiel, le Gabon va procéder à la révision annuelle de la liste électorale le 15 octobre 2015. La décision a été prise vendredi lors d'une rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. La révision de la liste électorale au titre de l'année 2015, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 96, était au centre de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques le vendredi 2 octobre. La loi soit respectée. Et dans le cadre du respect de cette loi, nous devons effectivement respecter les dispositions contenues au sein de l'article 37 et dans l'ensemble de ces alinéas pour qu'il y ait une révision de la liste électorale. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour parler de la révision de 2015. Évidemment, la date fixée, c'est la deuxième quinzaine du mois d'octobre. La liste électorale doit faire l'objet d'une révision annuelle avec la participation des représentants de la Commission électorale nationale autonome et permanente et ceux des partis politiques légalement reconnus de la majorité et de l'opposition. En 2014, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Évidemment, comme tout parti politique et acteur politique, nous ne pouvons que le déplorer. Mais le gouvernement a aussi beaucoup de contingences. Mais nous sommes très heureux justement que pour cette année 2015, cette initiative soit prise. Et nous sommes très heureux. Nous allons fortement participer, mobiliser nos militants pour participer à cette révision de liste électorale à partir du 15 octobre, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. Nous lui avons exprimé notre étonnement de ce que depuis 2 ans, cette révision ne se soit pas faite. Et il s'est engagé à rectifier désormais le tir dans le temps qu'il sera au ministère de l'Intérieur et s'est engagé d'être à l'écoute des acteurs politiques qui sont en vérité les principaux acteurs de son ministère. Pour mener à bien cette révision, des commissions d'enrôlement seront mises en place dans chaque province par le gouverneur. L'élection présidentielle aura lieu au Gabon en 2016. Pour ce faire, une autre révision de la liste électorale aura lieu, mais cette fois élargie aux Gabonais résidant à l'étranger. Le 11 octobre 2015, les Guinéens seront de nouveau face à leur destin politique. Ils devront choisir parmi 8 candidats leur futur président de la République. Et entre accords et désaccords, la classe politique se mobilise pour être au rendez-vous. Idelette Bissou. Les Guinéens iront aux urnes pour élire le prochain président de la République le 11 octobre 2015. Au départ, 24 à briguer la magistrature suprême. Ils seront 8 candidats à s'affronter pour le siège présidentiel. 5 candidats ont déjà participé à cette élection il y a 5 ans. Le défi pour le prochain président guinéen est la réconciliation nationale. Nous, organisations de la société civile, nous sommes interpellés parce que nous n'obtiendrons que ce que nous voulons que la réconciliation nationale soit. Et ça, c'est un défi majeur. Donc, du point de vue bilan, en matière de droits de l'homme, de plus en plus, les agents de l'État se sentent justiciables. Et c'est d'autant évident que l'ouverture des enquêtes sur les massacres du 28 septembre 2009 et l'ouverture d'une information judiciaire a débouché aujourd'hui, grâce à notre accompagnement avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et avec l'appui de l'Union européenne, nous avons débouché sur la constitution de 400 personnes comme partie civile. Aujourd'hui, nous sommes à 14 inculpations. Le 28 septembre 2009, l'armée a réprimé une manifestation pacifique organisée par les forces vives dans le stade de Conakry.
Une manifestation qui a fait plus de 150 morts et 1200 blessés. Ce massacre a été unanimement condamné par la communauté internationale. Malgré les divergences au sein de la classe politique, le 11 octobre ouvrira une nouvelle page de l'histoire politique en Guinée. Il y a eu des soubresauts à un moment donné en matière d'ethnostratégie, comme on l'appelle ici. Des stratégies politiques qui utilisaient l'ethnie pour pouvoir se positionner. Mais ça s'est surtout exacerbé depuis 2009. Et ça a atteint son summum avec les élections de 2010, ce qui est très déplorable. Et aujourd'hui, nous l'avons déclaré une fois le 26 mai passé. On avait dit que l'essentiel des stratégies que devaient mener les politiques, c'est de soigner leur discours et de tenir compte du fait que la Guinée est une et indivisible. Désigné candidat le 25 juillet 2015 par son parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, Cellou Dalein Diallo, 63 ans, candidat malheureux de la présidentielle de 2010, continue de contester la légitimité du président Alpha Condé. Le 1er octobre, l'opposition politique a appelé au report d'une semaine du scrutin présidentiel. À noter que la tension persiste dans l'extrême sud-est de la Guinée. Le bilan des affrontements entre militants de partis rivaux s'est alourdi. On parle désormais d'un mort et de dizaines de blessés. Et sachez que vous pouvez suivre ce soir à partir de 20h GMT la suite de nos éditions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle guinéenne. Dans le reste de l'actualité, la tension ne faiblit pas au Burundi. À Bujumbura, la capitale, a de nouveau été le théâtre d'affrontements ce week-end. Des affrontements qui se sont soldés par 8 morts et des dizaines de blessés. À l'origine des troubles, l'interpellation de jeunes opposés à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Une brigade spéciale a été dépêchée dans les quartiers contestataires pour contenir les violences. Et une semaine après le début des violences qui ont fait au moins 36 morts en Centrafrique, la situation reste délicate à Bangui également. Un meeting pour la paix a été organisé dans le quartier du PK5 ce dimanche. Prenant part à la manifestation, la communauté musulmane a affiché son soutien au processus en faveur de la paix et aux forces internationales. L'actualité économique à présent et zoom sur le livre blanc de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Établi en collaboration avec la CEMAC, il traduit l'ambitieux projet énergétique des chefs d'État de l'Afrique centrale. Ces derniers souhaitent en effet équiper 90 millions de ménages en foyers de cuisson améliorés à l'horizon 2030. Explication avec Iparati Ndiaye. La CEAC mise sur les énergies vertes. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a annoncé plusieurs mesures afin de lutter contre la pollution. Elle souhaite équiper 90 millions de personnes de foyers de cuisson améliorés à l'horizon 2030, de construire des barrages hydroélectriques d'une capacité totale de 15 700 MW. L'institution va également mettre en place des infrastructures pour récupérer le gaz naturel. Je pense que dès l'instant que vous avez des États qui se réunissent, il y a la volonté politique qui est la première des choses. La première des choses, et l'Afrique a un potentiel de pouvoir, même si les États ne peuvent pas trouver des fonds individuellement, mais personnellement, je pense qu'au niveau international, une politique comme celle-là qui est mise en place, en faisant appel aux bailleurs de fonds internationaux, on retrouve les moyens. Au niveau des investissements, je pense que cette collaboration-là trouvera des financements au niveau international qui vont permettre à la région de pouvoir atteindre cet objectif-là. Mais néanmoins, de mon point de vue, j'espère bien que cette problématique énergétique-là, qui est de pouvoir garantir à la majorité de la population, si vous voulez, une énergie qui soit verte, ne soit pas un frein sur le développement de la région en tant que telle. Rappelons que ce livre blanc est le résultat d'un travail conjoint de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La collaboration entre la CEAC et la CEMAC pour pouvoir mettre en place, comment dirais-je, une dynamique énergétique verte et une bonne idée qui peut aller jusqu'au bout dans la mesure où on a une dynamique mondiale qui vise à réduire la pollution qu'il peut y avoir pratiquement dans le monde entier, parce que le niveau de pollution a déjà atteint des sommets qui sont alarmants pour le monde entier.
preuve, nous avons la COP21. Dans cette COP21-là, c'est la préoccupation principale de tous les États du monde entier. Le projet reprend à son compte la politique énergétique régionale. Selon ses concepteurs, ce projet a pour ambition d'offrir un accès universel aux services énergétiques et servir de levier pour le maintien de la croissance économique dans la sous-région. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.